l'iPad Pro M2 veut-il remplacer un Mac au quotidien? Depuis son lancement, Apple n'a eu de cesse d'augmenter la puissance de sa tablette tactile. Redoubler d'efforts pour transformer son super appareil de consultation en un outil pour les pros. L'iPad et son OS sont-ils désormais mûrs pour vous permettre de switcher d'un Mac à l'ardoise et reléguer nos ordis au musée? Faut-il encore privilégier un MacBook Air M2 pour travailler? Débat, hein. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat Tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et bien sûr n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour vous abonner sur YouTube, avec comme chroniqueur ici en plateau du monde autour de moi et du beau monde, à commencer par Laurent Pantanach de Aloha et associé Aloha. Et associé. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Si vous êtes syndic ou avocat en immobilier, contactez-moi. Cette semaine, j'ai eu un de nos auditeurs, Clément, il se reconnaîtra, de Strasbourg, et on a eu une super discussion avec lui. Merci à vous. Voilà. Et tu vends aussi tes iPads sur le Bon Coin. C'est ça. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. J'en ai. Il y en a à tous les étages. Voilà. Olivier, celui-là. Voilà. En plateau également, Christophe Degrave de Underside. Bonjour Christophe. Salut Olivier. Mais par contre, où sont mes adjectifs habituels? Bah écoute, tu es exceptionnellement exceptionnel. Et puis Christophe, que vous retrouvez chaque semaine, tous les mois. Chaque jour. Ouais, on peut le regarder. C'est tellement bien qu'on le peut regarder tous les jours. Ça s'appelle On refait la pop. Et c'est top. Et c'est l'émission consacrée à la pop culture. Foncez voir le premier numéro qui est consacré à la dictée magique. Une petite madeleine à déguster sans modération. Sans modération sur la chaîne YouTube de ORLM. Mais aussi désormais sur Apple Podcast. Voilà, vous ne pouvez pas le rater. Et puis à mes côtés, bien sûr, l'inénarrable, l'homme qui ne se sépare jamais de son iPhone, de son iPad et ses 3 Samsung, monsieur Stéphane Zibi de Ionis. Le grand Stéphane Zibi. Le grande. Ça va Stéphane Zibi? Ça va très bien. Tu vas pouvoir tenir 1 heure sur ton téléphone? Il est là, il n'est pas loin. Non mais dis pourquoi. Non mais c'est bon. Mais vas-y, dis pourquoi Stéphane. C'est le jour du lancement aujourd'hui. Oui, c'est le jour du lancement de le Supernova. bébé est bien né. Alors il peut dire, c'est quoi le lancement? C'est le lancement de Supernova. Voilà. Supernova, c'est une super application pour pouvoir commander des plats de chef à la maison. Voilà. Des plats de chef que vous recevez en 24 heures, c'est ça? En 24 heures, voilà, du monde entier. Donc on va être obligé de tester. Hein, voilà. En tout cas, j'ai vu les vidéos et ça a l'air terrible. Ça a l'air très bon. J'ai hâte. Et en plus de ça, l'application est folle quand même. Ouais, elle est pas mal. Super belle. Et puis on a allé oublier Didier qui est en duplex de Chamonix. Didier de Mac Forever. Didier Policani, bien sûr. Ça va bien, Didier? Mais ça roule les amis, et vous? Nous c'est la grosse semaine parce que tu sais il y a le Black Friday qui a beaucoup d'offres et tout. C'est super cool pour faire des offres. Je sais pas si on va en parler, mais sur les MacBook Air, sur les iPads, il y a des grosses promos. Donc allez sur Mac Forever, allez voir un petit peu tout ce qu'on vous relaye. Si on vous a convaincu à la fin de l'émission, que Apple, il faut aller sur Mac Forever. Je sens que Apple veut écouler quand même certains produits qui coûtent assez cher, si tu vois. Un peu de mal à les vendre parce que c'est vrai que les tarifs en ce moment c'est un peu n'importe quoi. Même les AirPods d'ailleurs. Oui. C'est dingue, hein? Oui, ils bradent tout, mais tant mieux. Enfin, un salut particulier aux membres, aux très chers membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, bien sûr, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, dès le jeudi soir, que vous pouvez suivre en direct, poser des questions en vidéo, échanger avec l'équipe au quotidien via une chatroom. En Discord, c'est sur Discord, et venir ici au village VSC à Paris, assister à des enregistrements en coulisses et aux coulisses de l'émission. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. C'est toi, Laurent, qui est chargé de collecter les questions de ce soir. Allez, on va parler des iPad Pro M2, du MacBook Air M2, lequel choisir. Est-ce que l'iPad peut remplacer de manière ad vitam aeternam un MacBook Pro ou un MacBook Air? Êtes-vous mûr pour abandonner votre Mac au profit d'un iPad Pro? C'était le sondage de la semaine, regardez. Et vous étiez une large majorité à répondre non, 65,2% non pour des raisons de productivité. Alors d'autres répondent oui pour l'écran tactile, à défaut d'avoir un Mac tactile, c'est mon dada. Et enfin, 9,5% vous répondez non à cause de la connectique qui est plutôt pauvre, c'est vrai. Et oui pour le Pencil qui est quand même assez génial sur l'iPad Pro. Regardez cette réaction pour contrebalancer un petit peu le scepticisme de notre audience pour le fait de switcher d'un Mac à l'iPad. Cette réaction enthousiaste de Stéphane Ferré sur Twitter. J'ai fait plus d'un an le switch d'un iPad Pro après avoir vendu mon MacBook Pro Retina 15 pouces. J'ai réussi à trouver toutes les alternatives à mes besoins. Depuis, c'est devenu mon ordi portable. À la maison, j'ai un iMac 27 pouces pour les tâches
lourde. Donc, comme quoi, voilà, il y en a qui ont réussi. On va voir avec Stéphane qui a un petit iPad ce soir à côté de lui. Moi, je considère qu'il faut quand même un iPad 13 pouces. On ne peut pas bosser avec un petit iPad comme ça. Moi qui ai les yeux qui fatiguent, c'est juste pas du tout envisageable. Allez, en préambule, un constat. La tendance est plutôt au Mac, qui rencontre de plus en plus de succès, alors que l'iPad, lui, vous allez voir, les ventes sont plutôt en baisse. Les ventes, là, on va commencer par là, la revanche du Mac, souvent décrié, le Mac. L'iPad était porté au pinacle par Apple et Steve Jobs en disant qu'en clair, il allait remplacer l'ordinateur. On en est très loin. Regardez cette réaction de Mano. Voici le choix qui a été fait lors de l'exercice fiscal 2022. Le Mac, l'iPad baisse de 8% au niveau des ventes et finit l'année dans le rouge. C'est par ailleurs l'unique produit de la gamme Apple à être dans le rouge. Pendant ce temps, le Mac a progressé de 14%. Regardez ces chiffres, effectivement, on les a volés chez notre ami Jean-Louis Gasset qui a fait une excellente Monday Note cette semaine sur le thème de l'iPad et un petit peu à quoi il sert, c'est le thème de sa Monday Note, c'est les ventes de l'iPad exprimées en chiffre d'affaires, puisque vous savez qu'Apple ne publie plus de ventes en termes d'unités et on voit que le Mac explose et c'est pas du tout le cas de l'iPad qui lui est en baisse, en nette baisse d'une année sur l'autre et ne progresse plus. C'est des millions. C'est des millions de dollars. Il est vrai qu'un iPad coûte moins cher qu'un Mac, mais les volumes de Mac, en tout cas le chiffre d'affaires du Mac, progresse plus vite que le chiffre d'affaires de l'iPad. Qu'est-ce que ça vous inspire, les amis, en plateau ? Enfin, chez les Mac, sur les Mac, il y a eu quand même un renouvellement quand même sensible avec quand même les puces qui ont été bouleversées. Ça, c'est l'effet Apple Silicon. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, après, pour les iPads, il y a une lisibilité, je pense qu'on va tu vas passer la parole à tout le monde, mais il y a une lisibilité qui est moins évidente en termes de gamme. Et peut-être que les gens, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi acheter, peut-être. Est-ce que ce n'est pas un problème d'usage ? Je vous pose la question. On a 1 heure pour en débattre, donc on ne va pas donner la conclusion maintenant. Mais qu'est-ce que ça vous exprime, le fait qu'Apple ait un peu de mal à dynamiser les ventes de l'iPad ? Je pense qu'il faut remettre en perspective aussi, parce que effectivement, ça diminue un peu. Sachant qu'il y avait le confinement en plus. Sachant qu'il y avait le confinement, effectivement, ça diminue un peu. Effectivement, est-ce que les nouveautés apportées ne sont pas suffisamment présentes que pour pouvoir dynamiser les ventes d'iPad ? C'est une chose à se poser. Il y a différentes courbes de vie dans la vie d'un produit, donc à voir où on en est au niveau de l'iPad. Mais malgré tout, n'importe quelle entreprise aujourd'hui au monde voudrait tellement ne vendre que l'iPad. Oui. C'est déjà un revenu incroyable. Mais on a vu que c'est presque c'est même moins de 10% du chiffre d'affaires, en gros, l'iPad, ce qui est considérable à l'échelle d'Apple, mais on voit que le Mac fait beaucoup mieux, que l'iPhone fait beaucoup plus. Même les services font plus que l'iPad aujourd'hui, Laurent. Le paradoxe de l'iPad, c'est que à la fois quand les gens veulent une bonne tablette, et aujourd'hui le marché est trusté par le produit iPad, quand on regarde le nombre de tablettes, je crois que l'iPad représente une grosse part, donc c'est une espèce d'oligopole à franges, qui a l'iPad qui prend une grosse majorité, et après c'est une kyrielle de tablettes Android, tu vois, mais il y en a pas une qui sort du lot, alors que l'iPad sort du lot. Ça c'est le côté positif, et donc même si les résultats et les chiffres sont assez bas, ça reste quand même la tablette de référence. À l'inverse, tu vois, donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif pour moi c'est la lisibilité. Chaque 2 mois il sort un nouvel iPad. En plus on a des numéros 10 maintenant et tout, donc on sait plus, c'est un mini, c'est pas un mini. Je sais plus comment les appeler en fait. La gamme, elle est illisible. Donc, la gamme est totalement illisible. Alors, il y a les pros. Ils le font aussi pour les MacBooks, finalement. Oui, mais le MacBook, finalement, il y en a beaucoup moins. Au moment qu'il n'a pas été renouvelé, le MacBook. Le MacBook. Non, mais le MacBook Air, le MacBook Pro. Oui, mais il y a le R, il y a le Pro. 14, 16. La lisibilité de la gamme, elle est quand même compliquée de manière générale. C'est devenu presque une constante, Didier. Je vous rappelle juste la citation de Tim Cook au sujet de l'iPad. L'iPad est l'expression la plus claire de notre vision de l'avenir de l'informatique personnelle. Putain, on est mal barré. C'est sûr que là, je ne sais pas si autour de toi, tu as des gens qui te demandent quel iPad choisir en ce moment. Ouais. Et j'avoue qu'entre les anciennes... Ce sera celui-là, mais comme la reine et le roi ne veulent pas, ce sera l'iPad Pro. Tiens, prends l'iPad Pro. Et je trouve que ces dernières années, ça a été, comme tu l'as bien dit, renforcé par cette multiplication des gammes, notamment l'iPad Air qui, tu vois, crée une espèce de conflit là, entre l'iPad classique. Désormais. Ouais.
il n'est pas très bon pour dessiner. Enfin, maintenant, en fait, quand les gens ils te demandent, il me faut un iPad, il faut que tu leur fasses un questionnaire de 10 minutes pour leur dire à peu près, alors, ouais, ok, t'as pas besoin d'écran externe, de Thunderbolt, machin, t'as besoin de dessiner ou pas, et puis est-ce que il te faut un stylet vraiment très cher? Ah non, peut-être que tu peux prendre juste celui de base. Ah oui, mais tu veux travailler toute la journée, donc il te faut quand même un grand écran. Alors, en plus, si tu veux, je trouve que c'est même pas une gamme très intelligente parce que, par exemple, justement, tu disais tout à l'heure, si tu voulais vraiment travailler avec un iPad toute la journée, un iPad pas trop cher, donc sans prendre le Pro au max, là, eh ben, tu veux quand même un grand écran. Et aujourd'hui, tu n'as pas d'iPad grand écran pas cher, par exemple. Mais oui, alors que si tu voulais remplacer le pour Mac... te faire dépenser plus d'argent et prendre un iPad Pro, il est malin. Oui, mais le Pro, tu vois, c'est pour un étudiant, c'est inaccessible. 2000 € pour avoir un grand écran, c'est pas possible. Donc, il va prendre soit un petit iPad, soit il va se dire, bon, bah, finalement, je reste avec des ordinateurs. Mais moi, en fait, juste pour revenir sur les chiffres, juste un tout petit coup, en fait, on a eu, quand tu regardes les courbes de vente, il y a eu une belle lancée de l'iPad. Son plateau a été très vite atteint, en fait. Et il a décroissé, il a décru. Il a décru. Voilà, écoutez, ça va, hein. Parce qu'il a des grandes durées de vie, l'iPad aussi. Il fait pas... Bon, bref. Et il faut pas oublier que les gens, ils achètent par à-coup les iPads. Oui. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, là, ceux qui commencent à avoir des iPads 4-5, ils commencent à réfléchir au nouveau. Et en fait, ils en ont vendu une pelletée avec le refurb, avec les offres, ce que tu veux dire, Didier, avec des termes très financiers, le cycle de renouvellement de l'iPad est beaucoup plus long que le Mac, c'est ça que tu veux dire? Je suis pas sûr. Moi, je sais pas s'il est plus long que le Mac, mais plus que l'iPhone en tout cas. Non, mais je pense que Didier a dit quelque chose d'important. Il faut le noter. Selon moi, Didier, tu as dit quelque chose qui est clé dans toute la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que pour le commun des mortels, la gamme iPad, il n'y a pas la même performance ou le besoin de performance dans l'iPad que tu as dans un ordinateur. L'ordinateur, tu as envie d'acheter le dernier modèle. Alors que l'iPad, tu peux te poser la question sur le refurb de prendre... Monsieur Pantanage, parce plus maintenant, parce qu'il y a le changement de gamme. Mais non, parce que l'objectif d'Apple, c'est d'enterrer le Mac, ni plus ni moins. De changer les usages. Je vous répète la citation, l'iPad de Tim Cook, l'iPad est l'expression la plus claire de notre vision de l'avenir de l'informatique personnelle. Regardez comme il est beau, Tim Cook. De l'informatique personnelle, ben là, donc pour ça, il faut de la puissance. Et on aurait pensé qu'au fil des années, l'iPad aurait remplacé le Mac. On en est loin, et c'est plutôt tant mieux. C'est pas que c'est pas un objectif inatteignable. Vous verrez en fin d'émission, on va essayer de vous montrer qu'on peut faire des choses très sympas avec. En tout cas, Apple, vous avez bien compris, il doit inverser la tendance. Est-ce que l'iPad Pro M2 est la version de l'iPad qui va prendre le leadership sur le Mac? Toutes les réponses. Alors, on va parler du prix, du design, de l'ergonomie. Et le Mac est plutôt en pôle. Regardez cette réaction de Alexandre sur Twitter. J'ai abandonné mon iMac pour l'iPad Pro. Gain de place, rapidité pour commencer à travailler dessus. Bien sûr, tout dépend de son activité personnelle, que ce soit professionnel ou personnel. Le raisonnement, pourrais-je faire la même chose sur l'iPad? Oui, quel plaisir d'utiliser l'Apple Pencil et le tactile. Effectivement, sur ce point, si vous recherchez une solution tactile, et on le dit à chaque émission ou presque, Christophe, c'est une question générationnelle. Moi, mes enfants, ils ne jurent que par le tactile. Un clavier, un trackpad, pour eux, c'est pas naturel. Non, bien entendu, le fait, mais il y a cet aspect aussi de tenir l'iPad et de l'avoir situé en dessous du cœur. C'est exactement comme pour les pilotes de voitures, etc. Tout mouvement qui se situe au-dessus du niveau du cœur est fatigant. Et le problème, c'est que si on utilise un iPad comme celui-là, avec un clavier qui le situe finalement plus haut plus haut, tout simplement au moment où on va vouloir toucher l'écran, en fait, on va se fatiguer, ça va pas être un usage très cohérent en termes d'expérience utilisateur. En clair, il y a deux philosophies différentes et ces philosophies différentes, on les retrouve tout simplement au niveau du design, Laurent. Ouais, d'un côté, t'as un ordinateur classique, tu vois, qui est dépourvu d'écran tactile, on l'attend, il n'y a pas, et qui est solidaire du clavier, et de l'autre côté, tu as une tablette pourvue d'un écran tactile livré sans clavier dans la version de base ni stylet, sur lequel tu peux éventuellement rajouter un écran. Tu vois, donc quand tu lui ajoutes le clavier avec éventuellement le trackpad selon le clavier, ou la souris, ça devient un outil de travail qu'à ce moment-là, quoi. Donc quand tu regardes le coût, tu te poses la question, est-ce que ça se rapproche d'un MacBook Air? Est-ce que ça s'en éloigne? Qu'est-ce que j'ai en plus? Qu'est-ce qui me manque? Tu vois, c'est vraiment... Il y a des tractations, quoi. Ouais, du coup, c'est le ticket d'entrée, effectivement, tu as raison. Il faut rajouter
ne fût-ce que le clavier et le trackpad, ou même le pencil, si le ticket d'entrée de l'iPad au départ, tout seul, nu, est inférieur à celui d'un MacBook Air, surtout la version 11 pouces, mais pour moi, la version 11 pouces, d'abord, il n'a pas d'écran mini LED, et au-delà, pour moi, c'est trop petit pour travailler, donc je l'ai tout de suite mis sur le côté. On va quasiment parler que du 13 pouces ce soir. Il faut bien sûr ajouter un clavier et un pencil, et ça inverse vraiment la tendance en termes de prix. Si tu veux le commenter, peut-être Stéphane. Là, c'est sûr qu'avec un prix de base qui était à 1470 € versus 1500, ouais. Sans accessoires, l'iPad est quasiment à un prix similaire que le MacBook Air M2. Mais bon, quand on rajoute l'Apple Pencil à 149 €, le Magic Keyboard à 429 €, ouais. On est à plus de 2000 €. Donc là, c'est sûr que c'est vraiment un choix d'avoir un iPad versus un MacBook Air. Et encore, c'est la version de base. De base, oui. C'est pas avec, ça s'envole très rapidement, plus de 2000 €, tu l'as dit. Et à droite, on l'a vu tout à l'heure, le MacBook Air, c'est la version d'entrée de gamme. Mais elle avait quand même 256 Go de mémoire. Ouais, mais c'est une très bonne machine. Ouais. Mais pour juste revenir sur un point qui a été dit, moi, il me semble quand même, par rapport à, qu'on a on a tendance à changer moins d'iPad que d'ordinateur et encore moins d'iPhone. Et il y a un iPad pour moi qui a été clé, c'est l'iPad 2. Qui a duré hyper longtemps. Qui a duré hyper longtemps. Et en fait, dans notre tête, peut-être, mais il arrivait très vite. Non, mais là, on est encore dans un autre paradigme. À l'époque, Apple le disait, Steve Jobs était encore de ce monde, il disait c'est un produit de consultation. Aujourd'hui, on veut on veut nous amener à produire avec l'iPad, enfin Apple essaye, et c'est ça l'enjeu. Donc là, en matière de production, c'est pour ça qu'il faut de la puissance, et c'est pour ça qu'il y a une puce M2, on va voir si elle est vraiment utile. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser un clavier d'Apple vous pouvez très bien utiliser ou même reconvertir un vieux clavier Bluetooth, ça marche aussi, que vous laissez à la maison. Un trackpad ou une vieille souris Bluetooth, ça marche parfaitement. C'est pas une obligation, mais c'est à prendre en compte. Un MacBook Air aujourd'hui, à configuration égale, avec un clavier et un trackpad, revient moins cher qu'un iPad Pro. Regardez cette réaction de DN sur Twitter. Travailler efficacement sur un iPad, qu'il soit mini, Air, Pro ou classique, même avec un accessoire clavier, relève de l'anecdote. J'ai tout essayé, je reviens toujours à mon laptop et l'iPad pour la consultation uniquement. Voilà, c'est encore une fois ce qu'on disait. Est-ce qu'on peut travailler c'est pas forcément gagné. Vous allez voir que quand même les nouvelles versions d'iPadOS ouvrent un petit peu de nouvelles perspectives. Au registre du prix, donc avantage au Mac, à noter que ce dernier en matière de design se veut un peu plus fun même que l'iPad. Bizarrement, le Mac est plutôt un peu austère généralement en matière de design pour les portables. Le MacBook Air, lui, se décline en 4 couleurs: argent, lumière stellaire, gris sidéral et bleu minuit, alors que l'iPad Pro, vous le trouvez qu'en argent et gris sidéral. Donc si vous voulez vraiment du fun, il faudra prendre l'iPad Air. C'est vrai qu'encore une fois, ça complexifie. La lisibilité est hyper complexe. On a un commentaire qui est intéressant de Tamores sur le live, et il nous dit pour moi, l'iPad sera toujours un outil d'appoint. Et objectivement, moi j'ai ce problème. J'ai ce problème. Moi, je suis un gros utilisateur d'iPad. Alors là, mon iPad, il est là-bas, donc j'ai les deux. Quand c'est une journée un peu particulière, j'ai les deux avec moi. Dès que je dois traiter des fichiers, déplacer des fichiers, c'est fini. Je peux plus utiliser l'iPad parce qu'aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est l'iPad Pro avec macOS dessus. Ouais, un hybride. Mais on va en parler. Ouais, mais tu vois, c'est un peu la conclusion de cette émission. Alors parlons. On a parlé de design, on a parlé de prix. Parlons de l'ergonomie et du poids. C'est a priori un argument en faveur de l'iPad qui se veut plus fin, du moins dans sa version de base, et plus léger que le MacBook Air, mais du moins en apparence. Exactement. Christophe. Mais c'est un produit de mobilité, donc le poids est absolument super important. Le fait de pouvoir le transporter partout, c'est quelque chose de crucial. On constate effectivement que l'iPad Pro, dans sa version 12,9 pouces, 13 pouces dirons-nous, est jusqu'à 2 fois plus léger en fait que le MacBook Air M2 qu'on a ici en face de nous. Et ça fait vraiment une grosse différence, quoi, parce qu'on est entre 682 grammes et 1,24 kg, enfin 1,2 kg, c'est quand même énorme. Et effectivement, il est plus fin. Alors, il est plus fin, oui et non, parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, dès qu'on veut lui adjoindre un clavier, une protection, dès qu'on veut lui ajouter un pencil, etc., il prend en poids, il prend en volume aussi. Donc, dès qu'on lui ajoute ce fameux clavier, tout d'un coup, il devient plus épais en fait que le MacBook Air. Donc, et plus lourd. Effectivement. Du double poids, en fait, pour pouvoir permettre de faire montre. Vas-y, Stéphane. Bon, en fait, comme ça, c'est vrai que ça paraît tout léger. En fait, tu as le petit voilà, modèle. Le petit, mais non, mais voilà, même petit, c'est même pour ça que j'ai pris le petit.
Et là, ça y est, c'est beaucoup plus grand. Ouais. Non, regarde, hop, alors on comprend qu'il est en lévitation, et pour pouvoir le tenir en lévitation comme ça grâce au magnétique, ils sont obligés de plomber, de lester. Et donc finalement, il pèse plus lourd avec le clavier que l'iPad 1,350 kg. Donc c'est la réaction regardez sous Twitter de Mano. Hein. Un iPad Pro est plus pratique à promener qu'un MacBook Air. Un iPad Pro avec son Magic Keyboard est bien moins pratique à promener qu'un MacBook Air. Le choix est cornélien. Deux choses intéressantes. La première, c'est que ce clavier-là, contrairement au précédent où tu pouvais le retourner, tu peux plus te servir de l'iPad comme d'un bloc-notes. Donc en fait, pour pouvoir t'en servir, tu dois le déboîter. Donc tu prends l'iPad 10 pour ça. Ou prendre un clavier. L'ancien clavier, mais du coup, tu n'as pas le trackpad. Tu n'as pas le trackpad, mais donc du coup, si tu veux l'utiliser, tu dois le débloquer. Et on s'est rendu compte, parce qu'on cherche depuis plusieurs jours avec une équipe, on se pose la question, on trouve que l'iPad a beaucoup perdu en autonomie. Et on se dit, c'est pas normal et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ce clavier-là, avec le trackpad, consomme beaucoup plus que l'ancien clavier. Donc, du coup, il y a aussi un effet consommation. Regarde, peut-être donner un petit peu la parole à Didier à cette réaction de Manon. C'est dommage que le clavier pour iPad Pro n'ait pas plus de connectivité. Des touches de fonction qui activent le mode macOS. On peut attendre longtemps pour ça. Et quand l'iPad y est fixe et qui passe en mode iOS quand on le retire de son cadre. Encore une fois, on revient à ce que disait tout à l'heure Laurent Didier. Beaucoup de gens aimeraient un mode hybride, un peu comme la Microsoft Surface. On y est loin. Et puis au-delà, on le voit, le MacBook Air, de manière générale, les claviers de Mac sont plus raffinés que ceux des iPads. Enfin, presque tous les iPads. En fait, tu vois, là, on parle, ça fait 10 minutes qu'on parle de clavier sur un iPad. Et je pense que c'est lié à des gens comme nous. C'est-à-dire que nous, on a connu d'abord le Mac, même les gros PC, après les portables, et après, on a les tablettes. Les jeunes, aujourd'hui, quand tu les vois au collège-lycée, ils travaillent même sur leur iPhone. C'est-à-dire que leur truc de base n'a même pas de clavier. C'est un mini-écran tactile. Et ce que disait Laurent, manipulant plein de fichiers, bon, ils y arrivent un peu, mais c'est leur outil de base. Et en fait, de passer à l'iPad, c'est déjà un game changer. C'est-à-dire qu'eux ne vont même pas réfléchir à prendre un clavier. Ils vont déjà se dire, tiens, j'ai un grand écran, j'ai plus de puissance, j'ai plus d'applis, etc. Et moi, je dirais que la phase d'après, c'est effectivement une tablette aussi pour ceux qui utilisent le stylet. C'est-à-dire tout ce qui est prise de notes. Moi, j'ai des amis qui font de la vente et tout. Pour eux, l'iPad, il n'a pas de clavier. Ils n'en ont pas besoin parce qu'en fait, ils marchent tout au stylet ou alors ils font vite de la prise de notes ou même ils utilisent le clavier virtuel. Parce que, en fait, l'intérêt de la tablette, c'est moi, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était un médecin ou quelqu'un dans la santé qui me disait, en fait, ce qui est bien avec la tablette, c'est que ça met pas de barrière avec le patient. Et du coup, il aime bien ce format de tablette, justement, où il n'y a pas de clavier, il n'y a rien, parce que tu peux lui montrer, tu vois, comme quand tu vends une voiture un petit peu. Et je pense que l'idée des tablettes, il est né là. C'est-à-dire, il est né pour les gens qui ont besoin de dessiner et les gens qui ont besoin d'un appareil avant tout mobile. Et en fait, le fait de dire... ouais, mais alors en fait, si tu mets un clavier, il devient plus lourd, il devient plus cher. Oui, mais si tu mets un clavier, t'as pas tes bonnes applis. Oui, mais après, ça manque de connectique. Mais en fait, le problème, c'est qu'on veut refaire le Mac à partir d'un truc qui n'a pas vraiment été pensé pour faire un Mac à la base. Voilà. Et je pense que notre vision à nous, entre guillemets, avec nos âges, notre expérience, est complètement biaisée avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tort dans le fait que toutes nos activités ne peuvent pas être transplantées sur iPad, mais par contre, ça répond aux besoins de beaucoup de gens qui ont d'autres activités ou qui viennent d'univers différents. Tu vois ce que je veux dire ? Ils peuvent découvrir le Mac après. C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi, mais c'est encore une segmentation. Si tu veux répondre à l'ensemble des besoins, et d'ailleurs Apple l'a fait, il faut lui greffer un clavier. Et après, ils ont greffé un iPad, et puis ils ont greffé un curseur pour pouvoir piloter l'iPad. C'est qu'il y avait une nécessité pour être plus productif. Alors, les claviers ont fait du progrès. On l'a pas dit, mais le clavier est rétroéclairé, comme sur le Mac. Donc, c'est bien, l'iPad suit la tendance du Mac. Le clavier a une souris, là, un trackpad. Un trackpad. Par contre, il manque on s'est amusé toute l'après-midi pour essayer de travailler avec, mais il manque la touche Escape pour sortir d'une application. Oui, bon. C'est juste impossible. Je pense qu'ils vont le mettre à jour, Olivier. J'ai pas l'info, mais je pense qu'on va avoir une mise à jour du Magic Keyboard genre dans 6 mois. C'est chiant. Parce que effectivement, quand tu regardes le clavier de l'iPad 10, il a plus de trucs, donc c'est pas normal. Oui, il a même les touches de fonction pour la luminosité. Enfin oui, c'est encore une fois un problème de lisibilité de la gamme. Donc un mot sur le Pencil, parce que tu l'as souligné, son jeu de mots, c'est un vrai plus pour beaucoup de gens, notamment les graphistes, surtout qu'ils disposent sur l'iPad M2 d'une belle avancée, d'une belle innovation, Didier.
Oui, alors franchement, à l'usage, moi j'ai quand même utilisé plusieurs semaines et ça va pas changer la vie. Donc il y a un survol. C'est en fait l'équivalent du rollover sur le web. Donc quand tu mets ta souris au-dessus d'un lien ou au-dessus d'un bouton, il va pouvoir s'allumer. L'iPad te montre en fait qu'il a vu que tu étais au-dessus. Donc c'est une petite fonction qui est cool. C'est pas révolutionnaire, mais par exemple si tu es en train de dessiner, il peut te dire quel type de mine t'as mis, quel type de couleur t'as mis. Tu vois, dans Procreate, c'est pas mal. Tu peux voir aussi si tu as sélectionné la gomme ou pas, sans forcément aller gommer. Donc ça, je dirais que ça apporte un vrai plus, puisque ça permet aussi d'enlever un peu des interfaces visibles à l'écran, tu vois. Et voilà, en fait, c'est des petites choses. Tu vas pas acheter l'iPad M2 pour ça, mais c'est bien qu'ils améliorent toujours ce stylet. Tu sais, il y en a qui réclament aussi la gomme, hein, contrairement à d'autres stylets, t'as pas la gomme derrière. Avant, il y avait t'en as d'autres qui ont des boutons aussi. Donc là, ils ont fait le choix de la petite surface tactile, mais il y en a qui me disent quand même, on aimerait bien un bouton de temps en temps ou un clic droit, un truc un peu sympa. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. En tout cas, premier chapitre de cette émission, avantage au MacBook Air face à l'iPad Pro, au registre du prix et de l'ergonomie, mais l'iPad Pro n'a pas dit son dernier mot, bien au contraire, comme vous allez le voir dans un instant. Mais d'abord, le moment est venu de parler du busomètre. Le busomètre, ce sont les rumeurs actu qui ont le plus buzzé sur Mac Forever cette semaine. Et comme chaque semaine dans On refait le Mac, c'est Didier Policoni qui nous présente les 5 actus ou rumeurs. Et oui, Olivier, et on commence. Alors ça va intéresser justement ceux qui ont des iPads, puisque on a la version iOS 16.2 et donc iPadOS 16.2 qui vont bientôt arriver. Et c'est vrai que, tu vois, Apple te présente des nouveautés là en juin, puis maintenant ils ont compris qu'il valait mieux pas mettre tout d'un coup, et puis plutôt de faire des systèmes un peu plus stables, et puis rajouter des éléments au fur et à mesure. Et tu vois, dans la nouvelle version d'iOS 16.2, par exemple, tu auras la version des nouveautés sur Freeform, tu sais, le petit outil là qui te permet de faire un peu plus que du dessin, une espèce de tableau blanc comme ça. Voilà, exactement. Et donc là, on parlait de l'iPad, mais sur l'iPhone aussi, tu vas pouvoir personnaliser l'écran toujours allumé. C'est ce que demandaient beaucoup de gens, pour afficher un petit peu moins de choses à l'écran. Tu vas avoir un mode personnalisé pour l'accessibilité. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont arriver et qui, au cumulé, font que ici, tu vas avoir de belles mises à jour. Alors, iOS 16.2 est prévu pour, a priori, autour de décembre. Voilà, ça doit être un petit peu avant Noël. Une nouveauté qui t'intéressera sûrement, on peut spécifier maintenant un genre non spécifié. Voilà, on peut être neutre ou non spécifié. Indispensable. Sachant que, pour revenir à l'iPad, il y aura certainement aussi une avancée majeure, c'est la possibilité d'avoir le bureau de l'iPad, le Springboard, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, en plein écran, ne plus avoir les grosses barres noires, mais on en parlera tout à l'heure dans l'émission. On parle de l'iPhone dans la deuxième rumeur. Oui, alors ça, bon, c'est toujours difficile, hein, ça reste une rumeur, mais pour l'iPhone 15, Apple réfléchirait peut-être à rendre les boutons tactiles et plus de vrais boutons. Bon, moi, ça m'embêterait beaucoup, je ne sais pas pour vous. Pour les gants ? Mais c'est un sous-traitant qui aurait vendu la mèche, alors encore une fois au conditionnel, et tu aurais un retour haptique sur les boutons. Alors ça peut être intéressant pour, tu vois, tout ce qui est effectivement pour gagner un petit peu de place, puis les boutons c'est aussi un truc mécanique, donc ça fait forcément des coûts en moins, j'imagine. Par contre après à l'usage avec les coques et tout, c'est pas forcément évident. On continue et on reste sur l'iPhone ? Alors justement, tu vas en parler de stylet. Alors il y a une rumeur assez amusante qui est sortie cette semaine et qui nous disait qu'Apple aurait prévu un stylet à $50 pour l'iPhone, qu'ils auraient même pré-lancé la production et au dernier moment, comme disait Steve Jobs, "Who want a stylus?" Écoute, apparemment, les gens veulent pas. Ça tombe, hein, si on va arriver à un stylet sur l'iPhone. Souvenez-vous de la keynote de présentation de l'iPhone. Moi, je trouve que ça fait vintage, ça fait un peu Palm, pour ceux qui se souviennent. Comme pilote pour les moins de 20 ans, qui ne peuvent pas connaître. On parle toujours de l'iPhone et de ceux qui les assemblent en Chine. Oui, et ça s'arrange pas à Foxconn. Alors tu m'étonnes qu'Apple effectivement souhaite se déplacer dans d'autres pays, mais là la Chine continue donc toujours avec le Covid et ça crée des émeutes. Alors les justifications officielles, on n'y croit pas beaucoup parce que voilà, la Chine essaye de camoufler un petit peu ça, mais Apple a des gros problèmes de production. D'ailleurs, quand tu vois les délais sur certains produits, ils ont même fait un petit communiqué de presse pour nous dire que les iPhones à Noël, ça allait être un petit peu galère. Et tu vois déjà que sur certains segments, on sent que Apple a un peu de mal parce que les prix sont élevés, etc. Si en plus ils peuvent pas produire, ça pourrait faire quand même un trimestre pas terrible. Et c'est peut-être pour ça qu'ils bradent les prix, qu'ils bradent les stocks. Ouais, en clair, il faut rappeler qu'en Chine, les conditions de
c'est encore le confinement là-bas. Voilà, les conditions en matière c'est zéro Covid. Donc, c'est très dur, et notamment pour les salariés de Foxconn, puisqu'ils demandent à leurs salariés de rester et de vivre dans l'usine, ce qui est déjà le cas. Hein. Il y avait des dortoirs, des choses comme ça. Mais et donc, pour en arriver là, c'est quand même assez dramatique. Dernière info aux rumeurs de la semaine. Oui, alors tu sais que Apple se fait pas mal épingler en ce moment autour de la publicité sur l'App Store, hein, puisque Apple a l'air quand même de récupérer pas mal de données, puis tu vois, il bloque la pub de tout le monde, puis il laisse plus que la sienne. Bah oui. Donc voilà, ça commence à râler un petit peu. Je pense qu'il risque d'avoir quelques soucis, notamment en Europe. Et là, tu vois, dernier scandale en date, c'est, tu sais, le relais privé iCloud, l'espèce de VPN d'Apple, qui a été victime d'un piratage, mais d'un beau piratage, puisque les pirates en fait ont réussi à afficher des publicités avec des logiciels malveillants derrière, etc. Donc ils ont contourné en fait un système qui était censé être plus sécurisé que effectivement ton internet classique. Et là, ça fait très mal pour Apple parce que c'est quand même un service qu'ils vendent. Et puis surtout, on nous avait vraiment vendu ça comme une alternative justement au VPN du marché. Donc à voir, voilà, si ça se reproduit ou pas, mais bon. Merci beaucoup Didier. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain Busomètre. iPad Pro ou MacBook Air M2, on continue notre face-à-face et l'on va s'intéresser cette fois à la connectique et aux écrans de nos deux impétrants. J'y étais aussi. Écran à l'iPad sur rebif, gros plan sur les écrans de l'iPad Pro M2 et du MacBook Air M2. La taille des diagonales sont proches. Bien sûr, on s'intéresse plutôt au grand modèle de l'iPad Pro. L'iPad Pro grand format fait 12,9 pouces contre 13,6 pouces. Il a grandi, le MacBook Air, presque un 14 pouces. Mais la technologie adoptée sur l'iPad Pro n'a rien à voir peut-être avec toi, Laurent. Ouais, mais ils ont d'un côté, on a un écran mini LED qui est appelé Liquid Retina XDR avec une résolution de 2732 par 2048. Ouais, donc vraiment super dense. Hyper dense, à 264 pixels par pouce, tu vois, donc tu as du Retina bien dense, quoi. Et technologie promotion, donc c'est un taux de rafraîchissement qui va, tu sais, donc promotion, c'est tu commences bas pour pas user de la batterie, donc 24 Hz, et ça monte jusqu'à 120 Hz. De l'autre côté, le MacBook. Classique. Ouais, on est oui, forcément. Écran rétroéclairé par LED avec technologie IPS. Derrière, résolution native de 2560 par 1664, toujours à 224. Donc on a la même densité, mais pas sur les mêmes. Et la prise en charge d'1 milliard de couleurs. Ouais, mais tu n'as pas de ProMotion. Tu n'as pas le ProMotion. Alors que le MacBook Pro que tu as devant toi, le M1 Pro, là, lui a le ProMotion et il a le mini LED. Donc ils ont choisi sur le MacBook Air qui est à tes côtés, Christophe, de ne pas mettre voilà, il y a une vraie différence en termes de rendu. Si on est un photographe, ça va sauter aux yeux. Ah bah oui, c'est clair. Alors on a fait, je crois, une petite vidéo, si tu veux la commenter avec nous, Christophe, si je te prends un peu au dépourvu. Non, pas de problème. Regarde à gauche, tu as l'iPad, à droite, tu as le MacBook Air, le mini LED. Explique un petit peu pourquoi les noirs sont plus noirs à gauche. Mais le truc pardon, je t'ai interrompu, Olivier, mais le truc, c'est qu'on a effectivement, comme Laurent le disait, d'un côté un backlight, donc la façon dont est éclairé l'écran. D'un côté, on a du LED backlight sur le MacBook Air, et puis de l'autre côté, sur l'iPad, on a, si on pouvait juste remettre la vidéo peut-être, on a du mini LED. Et donc ça fait une différence phénoménale. C'est qu'avec le mini LED, on va pouvoir vraiment venir éteindre toutes des petites zones de l'écran, et donc avoir des noirs, mais réellement noirs au fond. Donc il n'y a pas de gris derrière. Tandis que tout le reste, en fait, du côté du MacBook Air, on voit que c'est gris. Ouais. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même luminosité. On a l'impression de revenir en arrière, par exemple sur les télévisions, on a l'impression de revenir en arrière quand on n'avait pas de HDR. Ouais, ou qu'on passe de LED à du LED. Presque. Ouais. Donc ça, c'est vachement intéressant pour les vidéastes, c'est vachement intéressant pour les photographes, Didier, qui veulent vraiment avoir un rendu. Alors, aussi bien pour la consultation, c'est un vrai régal. Quand vous regardez un film sur l'iPad, c'est un bonheur absolu, Didier. Mais aussi pour la prod. Les écrans d'iPad sont plus fidèles et ont un meilleur rendu que les écrans de Mac. En tout cas, le MacBook Air. Oui, ça dépend, parce que si tu as, moi, le 16 pouces, là, il a aussi du mini LED, donc il est vraiment de très bonne qualité. Il a le ProMotion aussi, donc quand même, si tu veux. Tarif, de bonne qualité, mais presque, tu vois, c'est marrant parce que j'entendais, je crois que c'était Stéphane ou Laurent qui listait les specs comme ça. Et je me disais, quand même, le mec qui achète ça pour, j'en sais rien, pour vendre ses voitures ou pour faire du Excel, ou tu vois, pour avoir un usage, on va dire, un peu plus léger de l'informatique, mais rester sur une tablette comme ça, et finalement, l'écran, il est vachement surdimensionné.
Ouais, et largement. En fait, c'est drôle qu'ils aient, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est drôle qu'ils aient pas une version un peu grand écran avec un écran un peu moins cher, justement, qui permettrait de faire baisser les prix. Mais par contre, c'est vrai que, tu vois, là, moi, je discute beaucoup avec des vidéastes et de plus en plus, on commence à produire en HDR maintenant. Et même moi, tu vois, je fais mes petites vidéos là, de voiture, je les filme à l'iPhone, j'aime bien filmer en HDR10, t'as un rendu qui est incroyable, même YouTube maintenant le prend en charge. Et c'est vrai que, comme le disait, je crois que c'est Christophe tout à l'heure, c'est le jour et la nuit, vraiment. Quand t'as quelque chose qui a été filmé en HDR, maintenant, tu le vois vraiment. Et on commence à avoir ces contenus, donc c'est assez cool. Pour la consultation, c'est vraiment cool. Et pour la production, on va en discuter après, mais il manque quand même un peu. Aujourd'hui, tu peux pas vraiment faire de la production HDR sur l'iPad, c'est pas très adapté. Donc, il prévoit un peu la suite, mais bon. Ouais. Alors, sachant que, par contre, c'est un vrai régal de regarder un film. Par exemple, si vous avez un film en Dolby Vision HDR ou même en Dolby Atmos, ce qu'on l'a pas dit, on pouvait pas tout lister, mais c'est vrai que l'une des forces aussi de l'iPad par rapport au Mac, c'est le rendu de ses enceintes. Les 15 enceintes intégrées en Dolby Surround, en Dolby Atmos sur l'iPad, c'est un vrai bonheur. Autre différence très nette de l'écran, c'est le niveau de luminosité. Ça, c'est également frappant quand on compare le MacBook Air et l'iPad Pro. Stéphane. La différence, elle est nette. C'est une maximale de 1600 nits. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et avec son taux de contraste de 1 million pour 1. Sur le 12,9. Sur le 12,9 sur le 11 pouces, c'est moins. Et sur parce que sur le 13 pouces, c'est un écran mini LED. Sur le 11 pouces, c'est pour ça que pour moi, il faut pas le prendre parce que c'est un écran classique LED, donc c'est pas du mini LED. Et sur le MacBook Air, on est à 500 nits. Ouais, c'est 3 fois moins. Donc il y a pas photo quoi. Et quand tu pousses la luminosité à fond, c'est frappant. C'est tout, il y a rien à dire. Et donc le sujet, il y a plus de sujet quoi. Voilà. Et pour faire mon Didier Policani, moi j'aurais tendance à dire que l'écran de l'iPad est même trop lumineux parce que ça a tendance même à brûler un peu trop. Je pensais que tu allais dire c'est de la merde. Non, mais voilà. Mais par contre, moi j'ai utilisé dans le train et j'étais près d'une fenêtre et effectivement j'avais l'ordi. Enfin, le MacBook Air, je testais les deux en même temps et j'avais le MacBook Air et l'iPad Pro. Et c'est vrai que l'iPad Pro, il compense les reflets et tout dans le train. Enfin, dès que tu es près d'une fenêtre ou que tu es un peu à l'extérieur à l'ombre, tu arrives vraiment à travailler sur l'iPad, alors que sur le MacBook Air, dehors, c'est quasiment impossible. En fait, 500 nits, dehors, c'est pas assez. Hein. Non. Bah oui. C'est clair. Mais on ne se travaille pas le dehors quand même avec son... Non, mais là, ils ont trouvé un vrai argument en faveur pour différencier l'iPad ça, c'est sûr, du MacBook Air et du MacBook Air du MacBook Pro, mais c'est évident. Regardez cette réaction sur Twitter de Léo. L'iPad, ça m'est pratique pour consommer du contenu, mais j'ai remarqué que j'ai souvent des problèmes avec l'affichage de certains sites dû à la nature hybride de l'OS. Du coup, si je devais choisir une seule machine, ce serait un MacBook. Plébiscite pour le MacBook ce soir. Autre réaction de Max, l'iPad Pro est une bonne machine dans son ergonomie, ses applications, mais il manque de port USB-C, surtout quand il est branché sur un écran externe pendant l'utilisation de Stage Manager. Pour les disques externes, alors effectivement, on s'est amusé à tester sur toutes les coutures de l'iPad Pro sur des écrans externes. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, Christophe, c'est qu'il est loin d'être au niveau d'un Mac. En tout cas, le MacBook Air, même s'il est bridé lui aussi par ailleurs, on va en parler, mais on s'est amusé cet après-midi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu branches un iPad Pro sur un écran externe ? Eh bien, l'écran s'allume, on y voit apparaître une surface qui n'est pas la surface complète de l'écran, avec 2 bandes noires, donc sur les côtés, on le voit parfaitement sur la vidéo. Alors, à savoir évidemment qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait de la 16.2 a priori, qui devrait voir apparaître une nouvelle possibilité, mais je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas. Alors là, regarde, on voit une vidéo, la même film, c'est toujours notre film de référence quand on fait nos tests, et effectivement, il y a des applications qui permettent de gérer le plein écran. Oui. Là, c'est un écran très panoramique, donc c'est le mauvais exemple. Bah oui. Mais effectivement, lorsqu'on s'est... Et puis, on parlait du USB-C dans la question de notre tweetos tout à l'heure. Sur l'iPad, c'est du Thunderbolt 3, donc ça va très très vite. Donc la vidéo, il n'y a aucun problème pour le passer. Mais quand on s'est amusé effectivement à tester la bêta d'iPadOS, on a eu une petite surprise, Christophe. Oui, effectivement, on a eu cette surprise en fait de voir un écran complètement étendu. Donc je m'approprie pas la découverte en fait parce que c'est toi qui l'as fait. On t'a entendu crier au fin fond du bureau. Oui, venez. Laurent, Christophe, je sais pas si on a la vidéo en régie, mais en fait c'est assez. T'avais trouvé du pétrole ce jour-là. C'est ça. Mais non, parce que là, on a vraiment un écran de Mac sur l'iPad. Exactement.
On peut disposer de toute la surface de l'écran. Ouais, avec un dock. Il était sur la Ce qui est bêta. quand même bien sympa. Ouais, bêta 2, à partir de la bêta 2. Alors, on peut la commenter, Didier. Là, donc tu as vu, l'écran s'illumine, prend toute la surface. Donc, on utilise tout le 16/9 ou le 21/9 de nos écrans. De toute beauté. Didier, on a un dock en bas, les claviers déportés Bluetooth sont chargés, la souris ou le trackpad également. Là, on commence à rentrer véritablement dans une réelle alternative en termes d'ergonomie. On y va, là, enfin. Il faut attendre la bêta qui devrait arriver au mois de décembre. Hein. Alors, moi, je l'avais branché même sur mon XDR. Et je l'avais fait avec la première bêta même d'iPadOS cet été. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'ils l'ont enlevé et ils le remettent que dans la 16.2. C'est marrant quand même. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils avaient des problèmes de perf. Puis ça a un peu râlé parce que c'était très limité sur les types d'iPad, etc. Mais c'est vrai que de loin, on dirait un Mac. Il y a tout. Il y a le dock. Donc, tu as le petit Stage Manager qui te permet de ranger tes fenêtres. Donc, maintenant que les gens commencent à connaître, puisqu'il est sous Ventura. Et oui, on se laisse prendre au jeu. Et surtout, on se dit, enfin, tu vois, là, on a mis combien de temps? Parce que ça fait un petit moment qu'on peut brancher quand même l'écran externe. Mais ça faisait que de la réplication d'écran. Et on a quand même toute la puissance. Donc, effectivement, si tu as un écran Thunderbolt, c'est cool parce qu'il fait office de hub. Donc, je reprends juste la question de notre tweetos. Mais c'est vrai que d'avoir le Thunderbolt, mais de ne pas avoir d'autres ports, si tu veux profiter du débit, il faut un hub Thunderbolt qui coûte une blinde, parce que c'est au moins 200 ou 300 euros. Sinon, tu as de l'USB-C. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer tout le débit. L'USB-C, c'est 10 gigabits en gros. Et forcément, après, tu perds beaucoup. Si tu mets 2 disques, par exemple, tu es déjà en limite, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on commence à être dans un monde où tu as envie, mais tu sens la limite. Et d'ailleurs, quand tu as l'écran en face de toi, bon, ta souris, elle marche, ton clavier, il marche et tout. Mais les fenêtres, par exemple, ça ne réagit pas comme le Mac. C'est-à-dire que tu n'as pas une liberté totale de positionnement, tu ne peux pas en mettre autant que tu veux à l'écran. Tu vois, tu n'as pas un vrai Finder, par exemple. Moi, je trouve que ça manque vraiment, d'avoir un vrai Finder à la macOS, ou ce que disait Laurent tout à l'heure, tu veux pouvoir déplacer plein de fichiers, etc. En fait, il te réinvente le Mac, mais là, on est à macOS 0.5 à peu près. C'est ça. Ouais, c'est bien vu. En tout cas, s'ils veulent convaincre les vidéastes de monter sur iPad, ils vont être obligés d'y passer. Donc, c'est un passage obligé, sachant que DaVinci Resolve ne devrait pas tarder à arriver bien avant Final Cut Pro, ce qui est quand même un sacré paradoxe. Le Mac donc, est plus souple en matière d'affichage et de gestion d'écrans externes, sachant que le MacBook Air M2 est également bridé de par la puce M2 Didier, bien que la puce M2 pourrait afficher plusieurs moniteurs, ce n'est pas le cas du M2, c'est réservé au M1 Pro. Mais toutes ces limitations, je pense, sont quand même assez artificielles. Parce que ça fait des années qu'on a des ordinateurs qui peuvent gérer plusieurs écrans sans avoir des puces, même avec du Intel, on sait faire. Enfin, ça fait très longtemps. Donc, par contre, je ne sais pas si Apple n'arrive pas à optimiser suffisamment son OS pour gérer ça correctement, avec ses belles fenêtres, tu vois, les beaux gestes tactiles. Parce qu'il y a quand même du calcul dans toutes ces interfaces un peu jolies, modernes qu'on a maintenant. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand ils ont annoncé là, justement State Manager, tu as quand même énormément de gens qui ont râlé parce qu'ils venaient d'acheter un iPad, tu sais, juste avant le M1, qui coûte quand même très cher, et tu te dis, un an plus tard, j'ai pas la fonction phare de l'iPad quand même. Et alors du coup, ils sont revenus en arrière, ils ont dit, Stage Manager, on va le faire, mais on l'aura pas sur les écrans externes. Et quand tu vois le Mac, tu prends un Mac d'il y a 10 ans, il est capable d'afficher sur 3 écrans, tu dis quand même, Tim Cook, là, tu nous prends pour des poires. Surtout avec la puce M2. Ouais, mais pas dans les mêmes résolutions, Didier. Ouais, non mais des écrans, gérer 2 écrans 4K, je crois que Intel il sait le faire depuis, je sais pas, je dis au moins 5 ans, tu vois. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, en termes de connectique, encore une fois, net avantage au MacBook Air, bien que lui aussi soit un petit peu bridé parce qu'il ne peut afficher qu'un moniteur externe. Il y a des accessoires qui permettent de le faire, mais il y a quand même 2 Thunderbolt 3 contre un seul sur l'iPad Pro. Il y a la possibilité d'avoir un deuxième si vous mettez le même clavier que Stéphane, mais ce port n'est pas un port Thunderbolt 3, c'est juste pour recharger. Et j'ai mis combien de temps pour le découvrir? Tu as mis 2 ans, voilà. C'est moi qui te l'ai montré, comme quoi tu t'intéresses. Et puis il y a le port MagSafe qui je trouve moins génial sur le MacBook Air. Voilà, donc mais vous pouvez quand même brancher votre disque dur externe ou un SSD sur un iPad Pro, si vous faites vous dérochez ou des choses comme ça, mais vous ne pourrez pas le charger en même temps. L'iPad, c'est un vrai problème. Donc là, il faudra passer par des hubs, encore une fois. On sait que ça existe, notamment du côté de chez Kensington. Regardez ces réactions de Twitter de Manu à nouveau. Il réagit beaucoup, c'est un fidèle de cette émission. Ce qui manque au MacBook,
Air, c'est une puce 5G, mais c'est vraiment la seule raison que j'ai pu trouver qui me ferait troquer mon MacBook Air contre un iPad. D'ailleurs, savez-vous pourquoi Apple ne met toujours pas la 5G dans le MacBook Air? Est-ce prévu dans l'avenir? Qui veut répondre sur cette question? La réponse est oui. Avec les eSIM, je pense que ça va se généraliser. Oui. Moi, ça fait presque 10 ans que l'iPad existe en cellulaire. Il n'est jamais arrivé. Christophe, Didier, on a eu un prototype quand même il y avait un MacBook Pro G4. Ouais. Il y avait 2 petites antennes qui sortaient, on l'avait vu passer. Donc Apple avait réfléchi à ça du temps de Steve Jobs déjà. Moi, je pense qu'ils le font pas de manière. Effectivement, en fait, il y a aucune raison de pas le faire. D'autant que maintenant, avec les puces, c'est-à-dire le modem, il pourrait le mettre très facilement dedans en réutilisant les puces. Ça se trouve, il y est. On n'est même peut-être pas au courant, tu vois. Ça se trouve, ça leur coûte moins cher de le produire quand même. Mais encore une fois, moi je pense que c'est de la pure segmentation de gamme. Ouais. Tu veux la 5G, tu prends un iPad. Ouais. Et tu veux la 5G, tu le fais avec le partage de connexion avec ton iPhone. Ouais, Et il n'arrive pas à comprendre. Mais moi aujourd'hui j'étais en mobilité, j'ai passé la journée à essayer de me connecter à mon iPhone, ça m'a rendu fou. J'ai cliqué 10 fois sur la connexion, te connecter, me connecter. Alors que j'aurais eu une puce comme je l'ai dans mon iPad. Dans mon iPad j'ai une puce et je me pose pas de questions, je suis tout le temps connecté. Ouais, non, c'est sûr. Laurent, parce que tu as la parole, un point où l'iPad prend nettement le dessus, c'est celui de la visioconférence, par contre. Ouais, alors juste, je prends 2 commentaires. Enfin, je prends un commentaire de Thierry de Pic. Il dit, c'est l'iPad. Ouais. Non, il dit l'iPad. Il dit non. Ouais. Non. C'est aussi un outil nomade capable de prendre des photos. Alors moi, je ne crois pas du tout à l'iPad. Non, mais je ne crois pas du tout à l'iPad comme appareil photo. J'ai vu des touristes à Paris sortir leur tablette et prendre des photos. Je trouve ça incroyable. Par contre, en mode pro, oui. Tu as une appli pro, par exemple, sur un chantier qui a besoin, en plus de prendre une photo. Oui, avec le lidar, tu pourrais utiliser ça. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui est très fort. Non, le point où il est très au-dessus, pour moi, c'est la visioconférence. C'est quoi le deuxième point? Non, le deuxième point, c'était... Non, tu le retiens. C'était la veste de non, juste le point, le truc, c'est la visioconférence à une exception près. Okay. Donc moi, je fais toutes mes visios avec l'iPad, c'est-à-dire que je lance mes Zooms, mes Teams et tout ça, tous sans aucune exception, et je l'ai à côté. En plus, ça se déplace. Le seul hic, c'est au moment où on me demande quelque chose que je ne peux pas faire avec l'iPad et qui, par exemple, est sur mon ordinateur. Et en fait, là, je me reconnecte avec mon ordinateur pour pouvoir aller partager. Un fichier, une présentation, un partage de. Ouais, on me dit un truc, je dis mais attends, je peux te le montrer. Et en fait, avec l'iPad, donc tant que c'est de la visio, juste caméra, c'est exceptionnel. Tu lances, tu cliques, ça démarre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dès que c'est un peu plus compliqué... Il y a une vraie caméra, quoi. Ouais. Oui, il y a une vraie caméra, mais en même temps, est-ce qu'elle est bien placée? Oui, on a l'impression d'avoir un petit peu un strabisme divergent. Ouais, il faudrait qu'elle soit en haut. Elle n'est pas en haut. Hein. Ouais, elle n'est pas sur le bord long. Non. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est là. Ouais. Et en fait, il faudrait qu'elle soit là pour être logique. Et pour que quand même, quand vous regardiez, vous ne donniez pas l'impression de regarder la caméra, elle est là et vous regardez à côté. Quoi. Et encore une fois, c'est une fonction qui est apparue sur l'iPad 10 qui vient de sortir, le nouvel iPad d'entrée de gamme. Tu l'auras l'année prochaine, Olivier. Ouais, l'année prochaine, tu auras le nouveau clavier. Et tu auras la caméra bien placée. Mais si tu as raison, le Pierre. Donc là, en tout cas, pour résumer, l'iPad Pro, il dispose d'une vraie caméra, hein. Pas d'une webcam, 12 millions de pixels, la caméra qui est sur la face avant de l'iPad, contre une webcam de 1080p sur le MacBook Air, qui est déjà un progrès, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était encore en 720p. Vous avez la fonction Center Stage, qui là, je trouve vraiment géniale, qui permet, lorsqu'on bouge... Arrête de bouger, s'il te plaît. Mais oui, que la caméra te suive. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Mais là, chez moi, foutez-moi la paix. Allez, et moi, j'ai une émission à présenter. Voilà, on voit la démo en vidéo. Donc, c'est assez pratique à vous bouger. Et en fait... l'image est croppée et en fait, il vient vous suivre. C'est pas la caméra qui bouge, évidemment. Tu travailles chez DHL maintenant? Non, absolument pas. Et voilà. Par contre, bizarrement et incroyablement, cette fonction de suivi de cadre centré n'est pas présente sur le MacBook Air, alors qu'elle est sur l'iMac M1, par exemple. Donc, encore une fois, c'est assez incompréhensible, cette segmentation et ce choix d'Apple. Et tu l'as dit, toujours intégré sur le côté gauche, hein, cette webcam sur l'iPad, c'est vraiment gênant. C'est une vraie caméra TrueDepth, hein, Didier, identique à celle de l'iPhone, donc c'est du FaceTime qu'il y a dessus. On a FaceTime. Oui, Face ID. Oui, Face ID, oui. D'ailleurs, quand tu hésites avec il y a quelqu'un qui hésite entre l'iPad Pro et l'iPad Air.
moi souvent je leur dis vérifiez bien ça aussi. Est-ce que vous avez besoin de vous identifier sur votre iPad et effectivement Face ID, parce qu'au quotidien là, taper sur Touch ID, ça peut être un petit peu casse-pied, surtout si tu le mets sur ton bureau, que tu reviens tout le temps et tout. Et c'est un atout majeur. Et ça, par contre, tu vois, de ne pas l'avoir mis sur l'iPad Air quand même. Alors tu sais que c'est sur l'iPhone depuis l'iPhone 10. Hein. Et même sur le MacBook Air. Le MacBook Air, c'est Touch ID. Hein. Bah ouais, mais du coup, ça fait effectivement partie des éléments indiscutablement. Ce qui est incompréhensible, Didier ou même Stéphane en plateau, c'est que sur l'iPad, sur le MacBook Air que tu as à côté de toi, tu l'as l'encoche. Ouais. Ils ont juste mis une webcam. C'est-à-dire qu'ils ont pris 4 cm, 3 cm d'affichage juste pour mettre une webcam. MacBook Pro aussi. Hein. Le MacBook Pro aussi, c'est pas très lisible, on comprend pas tout. C'est clair. Mais voilà. Ou alors ils se donnent des petits moyens de progresser pour les futurs produits qui vont nous présenter les années à venir. Ouais, ça monte en puissance, mais c'est poussif. Quand on voit les ventes, 3-4 ans, ça sera bien. Je sais pas si quand on voit les ventes de l'iPad, je pense qu'il devrait quand même se bouger un petit peu le coquillard. Bref, sur ces points, vous avez bien compris, l'iPad se rebiffe, hein, et vous allez voir qu'il en est de même pour au registre de la puissance. L'iPad Pro serait-il plus rapide qu'un Mac ? En tout cas, il partage la même puce. Il a tout d'un Mac, ou presque, l'iPad Pro M2, a commencé par une puce identique, donc la M2, également adoptée par le MacBook Air et le MacBook Pro M2. Elle est même plus rapide, hein, cette puce M2 sur le MacBook, sur l'iPad que sur le MacBook Air, puisque sur le MacBook Air, il est pourvu d'une puce avec simplement 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, donc il y a 2 cœurs de GPU en plus. Voilà ce que ça donne en termes de bench, les amis. Geekbench 5, si tu veux commenter, Didier, puisque c'est ta spécialité, les tests. On a comparé l'iPad Pro M1 avec le M2 et le MacBook Air M2. Alors ça, c'est les tests Geekbench monocœur et simple cœur. Donc c'est des tests de puissance brute du processeur. Là, on n'exploite pas encore la puissance graphique de l'iPad. Donc le MacBook Air a encore fière allure. Hein. Oui, bon après, en fait, là, tu as ton Geekbench, donc on peut comparer. Tu vois que d'ailleurs le M1, si tu regardes en monocœur, donc il y a beaucoup d'applis qui utilisent encore qu'un seul cœur, tu vois que le gain, il est vraiment pas énorme. Et d'ailleurs, tu peux mettre le MacBook Air M1 au-dessus. Toutes les applis un peu mono-cœur, comme ça, elles vont pas recevoir un coup de boost. Par contre, c'est vrai qu'en multicœur, il se démarque quand même pas mal du M1. En pratique, il n'y a absolument aucun moyen de voir une vraie différence entre les deux, même sur les exports et tout. Enfin, moi, j'ai essayé de faire des tests. C'est quand même très, très difficile, sorti de ça, de voir la différence de performance. C'est pour ça que c'est amusant de tester les puces, mais en fait, sur ces tablettes, ça sert pratiquement à rien, puisque en plus, même sur les jeux et chez les grands éditeurs, ils font un nivellement par le bas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont faire au maximum tourner leur logiciel sur des tablettes pas trop performantes, et du coup, tu vas pas vraiment toujours profiter de ta puissance CPU. Et je rajouterais quand même un dernier point. Souvent, ce qui est intéressant quand on grimpe comme ça dans les puces, c'est la mémoire. C'est-à-dire que Apple rajoute quand même de la mémoire. Donc là, je ne sais plus exactement sur les derniers iPads de mémoire combien il en a, mais en fait, tu t'aperçois que Apple segmente maintenant aussi les fonctionnalités sur la mémoire. Et quand tu prends un iPad Pro, ah oui, en fait, c'était ça le truc, c'est que suivant le modèle d'iPad Pro que tu prends, tu as plus ou moins de RAM. On va peut-être en parler juste après. Et c'est vrai que là, ça peut faire de la différence. Si, par exemple, tu veux afficher plein de calques dans Procreate, que tu veux avoir plusieurs pistes vidéo, j'en sais rien, tu fais du petit montage en ProRes. Donc là, il peut y avoir plus de différence presque que la puce en elle-même. Et par contre, ça, Apple ne le documente pas. C'est-à-dire que la RAM et tout, ça y est pas sur le site. Hein. Christophe, tu m'en parlais avant de préparer exactement. L'émission. Hein. En fait, Apple le documente, mais c'est bien caché. C'est sur une fiche de spécification technique du produit. Et effectivement, si on achète un iPad Pro 128 Go, 256 ou même 512 Go, on dispose de 8 Go de RAM, de mémoire vive. Si par contre, après, on va sur du 1 Tera ou du 2 Tera, là, on passe à 16 Go. Donc, c'est énorme, en fait. Énorme. C'est énorme comme différence. Alors, les différences se font, même si au moins aujourd'hui, on ne peut pas vraiment les exploiter au quotidien sur le test Geekbench pour Metal, donc la puissance graphique, Didier. Oui, alors là, par contre, tu vois, sur la puissance graphique, je trouve qu'on voit plus les différences. Enfin,
toute proportion gardée, évidemment, puisque l'iPad, c'est quand même un outil graphique à la base. C'est-à-dire, tu veux de la réactivité sur tes softs de dessin, j'en sais rien, tu veux faire de la 3D, des jeux un petit peu poussés pour du développement et tout, tu peux arriver quand même à voir ça. Le LiDAR aussi, qui utilise la 3D, tu sais, qui reconstitue effectivement des environnements. Et là, tu vois qu'on a un boost qui est quand même énorme d'une génération sur l'autre, sachant qu'on n'a toujours pas de ventilo, que c'est toujours une tablette super fine et tout. Et là, tu as une puissance, on en parlait, je crois, la semaine dernière, de consoles de jeux de génération précédente en face de toi. Presque, tu vois, moi qui fais un peu de développement et tout, je me dis, ceux qui font du Unity et tout, qui veulent développer des jeux vidéo, ils aimeraient bien, tu vois, pouvoir avoir ça en mobilité pour pouvoir développer. C'est vrai que... Mais aujourd'hui, c'est quand même de la puissance qui est majoritairement sous-utilisée. Mais par contre, ça peut venir, parce que quand tu veux aussi connecter, oui, on n'en a pas parlé, les écrans externes, tu as besoin de cette puissance vidéo aussi, tu as besoin de mémoire, tu as besoin de calcul. Donc si demain, tout le monde se met à avoir l'équivalent de XDR, par exemple, ça peut être assez utile, ça peut être limitant pour ceux qui n'avaient pas pris d'iPad M2, par exemple. Christophe. Les gens ne vont pas avoir des XDR à 5 600 €, mec. Hein. Non, mais par contre, le XDR pourrait redescendre en gamme un petit peu. Tu vois, Non, mais c'est vrai, ce que tu mettais en évidence, Didier, c'est clair qu'au niveau GPU, globalement, l'iPad donne une belle claque de 10%, c'est fini là maintenant. Vous allez monter dans vos chambres. Il m'embête. Non, mais non. Donc effectivement, il y a une belle claque au niveau processeur graphique de l'iPad au MacBook, mais la dissipation thermique aidant, ça peut pas être sur le long terme. Donc c'est-à-dire que il s'écroule complètement, mais de façon vraiment très violente, à partir du moment où l'effort graphique est continu, ce qui est le cas dans un jeu vidéo par exemple. Ouais, sachant qu'il y a pas d'ailleurs, je crois qu'il y a un super test de jeux vidéo. Alors, je crois que c'est 3D Mark. C'est une version de 3D Mark. Et tu peux le pousser, tu peux lui dire fais le test pendant, je sais plus, 10 minutes. Et tu vois, mais on l'avait fait le test aussi sur les iPads, même les iPad 10 et tout. Et c'est intéressant à faire comme test parce que tu vois effectivement que de toute façon, c'est lié intrinsèquement au produit aussi. C'est-à-dire que soit ils baissent la gravure et puis ils arrivent à récupérer un petit peu de chaleur, soit effectivement tu as de la puissance mais un petit peu moins longtemps. Après, il faut voir, est-ce que l'iPad, ça va être une machine que tu veux utiliser longtemps comme ça sur des grosses puissances graphiques? Je sais pas. Et quand on dit longtemps, c'est vraiment une question de secondes. Hein. Donc, Allez, regardez cette réaction sous Twitter de Pluvicris. L'iPad M est pour la gestion de dossiers, trier les photos vidéo, ce n'est pas au point. L'autonomie d'un iPad n'est pas énorme par rapport à un Mac. L'autonomie, on en parlait déjà il y a 15 jours, 3 semaines, lorsqu'on a présenté les nouveaux iPads de la gamme en général pour le premier verdict, Stéphane. L'autonomie, c'est vraiment le talon d'Achille de l'iPad Pro face au MacBook Air. Ah, ça, c'était le problème avant. C'est toujours le problème actuellement. Donc, l'iPad Pro ne dépasse pas les 10 heures d'autonomie pour naviguer sur le web ou en Wi-Fi ou regarder quelques vidéos, et encore moins quand on est en 5G. Ça, c'est avéré. Ce qui était quand même très différent avec le MacBook Air M2, qui fait, lui, beaucoup mieux. Ouais. Et jusqu'à 18 heures en lecture pour une vidéo sur l'Apple TV. Jusqu'à 15 heures de navigation web sans fil. Parce que quand on a eu avant et après silicone, la première chose qu'on a remarqué, c'est que ça tenait la journée. C'est magique. C'était révolutionnaire. Et c'est même peut-être, quand on regardait les chiffres, vu que ça a été un bouche à oreille quand même assez costaud, je pense que c'est un des facteurs qui a permis le renouvellement des Mac. Ça, c'est certain. C'est un bonheur de travailler avec des M1. La puce Apple Silicon a vraiment boosté l'intérêt et il a apporté une valeur ajoutée énorme par rapport à ce que proposent les constructeurs de PC, notamment grâce à son autonomie, qui est la première vertu, en tout cas des Mac par rapport au PC aujourd'hui. En tout cas, moi, pour revenir à l'iPad, ce que je trouve le plus pénible, plus que l'autonomie, c'est le temps de recharge. Je ne sais pas si ça vous a fait. C'est la preuve, tu m'as piqué le mien, voilà, il va pleurer là. Le petit boîtier de recharge qui est livré, le Bolog Sector, qui est encore livré, je ne sais pas encore pour combien de temps, par Apple, qui est le même que celui qui était livré auparavant avec l'iPhone, est bien insuffisant pour recharger un iPad Pro. Non, il faut un chargeur de MacBook Pro. Voilà, et pour être complet et pour clôturer sur ce sujet, au registre des fonctions Wi-Fi réseau, l'iPad Pro M2, lui, bénéficie de Wi-Fi 6E, alors que le MacBook Air, c'est du Wi-Fi 6 tout court. Voilà, donc c'est un petit peu mieux, mais encore une fois, est-ce qu'on verra vraiment la différence? Je ne suis pas sûr. Question Twitter de Pierre-Louis Bernardi. Ce serait pas de chez nous, ça? Non. Bernardi. J'ai voulu au moment de la puce M1 switcher sur un iPad Pro 13 pouces, mais quel intérêt d'avoir un iPad surpuissant sans logiciel qui permet d'utiliser la puce? On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Didier. Est-ce que l'iPad a trouvé sa place aujourd'hui? Est-ce qu'il va trouver sa place? Ce sera la conclusion de cette émission.
Alors, est-ce que l'iPad a trouvé sa place pour bosser en entreprise? L'iPad creuse son trou année après année, grâce notamment, Christophe, à l'application fichier qui permet maintenant de browser le contenu de sa mémoire. Bien sûr, l'application fichier qui est vraiment bien utile, mais qui est effectivement légèrement moins sympa, en fait, ergonomique que pour le Mac. Mais par contre, qui permet malgré tout de pouvoir se connecter à des NAS, des serveurs sur le réseau. Avant, si on voulait, dans une entreprise, si on voulait se connecter à un serveur, il fallait lancer une application. Tout à fait. Là, maintenant, on peut enfin se connecter à un serveur. C'est vraiment super. Et puis, super, on peut aussi monter des disques et faire le backup, en fait, la sauvegarde des archives, etc. De ces données. Donc c'est quand même, cette application était vraiment ce qu'il fallait. C'est une espèce de Finder finalement. Ouais. Il va falloir même proposer du glisser-déposer comme sur le Mac. C'est peut-être la prochaine étape. Regardez cette question Twitter de THM, que ce soit, enfin plutôt cette réaction, que ce soit avec FileMaker, où le développement est impossible, ou avec un tableur, les fonctions inexistantes, il faut se rendre à l'évidence pour de la consultation, c'est parfait, mais encore une fois, c'est vraiment le maître mot de cette émission. Pas pour de la production, hormis les graphistes. Autre réaction d'Alexandre. Dans mon domaine, le développement un Mac est indispensable, mais malgré les fois où je pourrais utiliser mon iPad, comme je peux faire du réseau social, regarder des séries, je continue à le faire sur le Mac par habitude et par facilité. Autre réaction de Florian Martin. Beaucoup de réactions ce soir. Me passer du Mac est impossible, car ce qui compte dans mon travail n'est pas la machine, mais les logiciels qui sont exclusifs aux ordinateurs. Par contre, l'iPad Pro est un excellent complément, onéreux, mais très riche en fonctionnalités. Très riche en fonctionnalités. En clair, aujourd'hui, l'iPad, Laurent, demeure un compagnon du Mac, mais pas une alternative. Pas encore. Ouais. C'est mon cas, c'est-à-dire que si je devais en avoir qu'un des deux, ça serait forcément un Mac. J'ai la chance de pouvoir en avoir deux. J'adore l'iPad. Moi, j'adore l'iPad depuis longtemps. Tu sais, tu as vu, il m'arrive parfois de partir travailler la journée, de n'avoir que l'iPad. Mais je sais que c'est une journée qui va être de consultation, de rédaction, de prise de notes, mais pas de ce que je fais avec le Mac derrière. Donc encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec notre Tweetos. Et moi, je rêve encore une fois de macOS sur l'iPad. Ouais, regarde cette réaction de Vincent Duguy. Les deux sont complémentaires, effectivement. C'est très vrai. Autre réaction qui prend la balle au bond d'Alexandre, on le voit très nettement avec les outils comme Sidecar, tout d'abord puis Universal Control. Effectivement, Sidecar, vous savez, ça permet de rajouter un deuxième écran à votre Mac et à faire un affichage étendu à côté de votre Mac. Et ce qui est amusant, c'est que le Mac devient un petit peu tactile, même s'il faut utiliser le pencil pour le faire. Mais voilà, comme quoi c'est possible. Autre réaction de Philippe Front Dev, impossible de switcher pour moi, l'utilisation n'est pas la même. iPadOS n'est pas destiné pour l'instant à la productivité. Et que dire de Stage Manager, un vrai fiasco? Ils nous refont le coup de la touch bar. Allez, un mot sur Stage Manager, peut-être avec Didier, qui est la principale nouveauté d'iOS 16, qui est arrivée un petit peu en retard, mais également sur macOS Ventura pour unifier les usages. Et là, la volonté d'Apple, vraiment, c'est de faire de l'iPad, faire rentrer l'iPad dans le monde du desktop en facilitant le multifenêtrage et le multitâche, c'est ça? Es-tu convaincu? Oui. Non, alors moi, je trouve ce truc... j'ai vu des gens qui me disaient c'est mieux qu'avant, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à ce qu'on avait avant avec tous les trucs slide over machin, là c'était déjà difficile, mais là ça devient un peu plus simple. Mais en fait, moi je comprends pas pourquoi ils veulent réinventer la roue. C'est-à-dire que faire des fenêtres comme le Finder, je trouve que c'est même à la main, c'est très bien que tu puisses les redimensionner, les mettre derrière. En fait, sur l'iPad, Laurent, ce qu'il disait, c'est que il n'arrive pas aussi à travailler. Je crois que c'était parce que tu n'arrives pas aussi à mettre tout au même endroit. C'est-à-dire que sur le Mac, tu peux arriver à mettre tout dans tes coins, tu peux arriver à avoir 3-4 applications. Sur l'iPad, c'est pas encore simple, tu vois, alors que sur un 13 pouces de MacBook Air, tu arrives à le faire. Parce que les bords des fenêtres sont un peu gros, il faut pouvoir les attraper, et puis tu as du magnétisme aussi, tu sais, ils te forcent à mettre les trucs dans les coins et tout. Et en fait, est-ce que nous, on voudrait pas effectivement un macOS, ou est-ce qu'on voudrait qu'Apple réinvente la roue façon tactile, façon hybride un petit peu? C'est beaucoup de questions et j'arrive pas à faire la synthèse de tout ça aujourd'hui. Moi, je trouve que d'ailleurs, quand on voit cette émission, on est un peu paumé parce que nous, nos usages, effectivement, ils sont pas adaptés à l'iPad. Pourtant, je vois plein de gens qui ont un iPad
comme machine principale où ça va très bien. Donc c'est quand même qu'il a trouvé une place. Et puis c'est aussi une passerelle pour le Mac. C'est-à-dire que je vois aussi des étudiants qui ont commencé sur l'iPhone, qui vont apprendre un iPad pour prendre leurs notes dans les amphis et tout. Puis après ils se disent quand même c'est un peu limité et tout, Mathematica, machin, j'ai besoin d'un ordi. Et puis après ils passent sur le Mac. Et ça veut pas forcément dire qu'ils mettent l'iPad de côté, mais effectivement ils peuvent venir aussi au Mac. Et c'est peut-être aussi la vision de Tim Cook quand il dit que c'est l'avenir entre guillemets d'une grande part du public, mais ça ne veut pas forcément dire que le Mac va mourir ou qu'il n'aura pas toujours son marché, quoi. Une réaction pour conclure, Laurent. Ouais, alors moi je me suis amusé avec Stage Manager. J'ai trouvé intéressant sur l'iPad parce que en fait, du coup, on passait facilement d'une fenêtre et on regardait sur le côté, on cliquait et ça allait de l'une à l'autre. Ça ronge un peu d'espace quand même, donc du coup, c'est intéressant dans certains cas. Mais comme le passage à une grande fenêtre est facile, ça allait. Je m'y suis amusé sur le Mac et j'ai adoré. J'ai dit, mais c'est le truc dont j'ai toujours rêvé. Vraiment, ça a été une grande découverte sur le Mac. Sauf... Paradoxe. Attends, tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai 26 applications lancées en permanence, j'ai des centaines de fenêtres, donc du coup, ça me nettoyait mon écran, j'étais plus que sur la fenêtre sur laquelle je travaillais. Mais c'est interdit avec un écran externe. Parce que dès qu'il y a et Didier l'a cité, dès qu'il y a un écran externe, tu te retrouves à avoir deux applications concurrentes, et quand il y a deux applications, Stage Manager ne t'en affiche qu'une. Et donc du coup, au début, j'avais du mal à passer, par exemple, les fichiers d'une appli à l'autre, mais bon, avec un glisser-déposer, tu affiches l'appli, ça fonctionne. Mais par contre, dès que tu veux deux applis différentes, tu es obligé de désactiver Stage Manager. Et donc à partir du moment où je suis sur mon écran externe, et que je le désactive, je le remets pas dans l'usage. Donc c'est un usage très avancé. C'est soit les gens s'y trouvent, ils ont un usage simple et ils s'y trouvent dedans et ils vont adorer, ils vont trouver ça génial et ils vont s'y trouver. Je pense que sur le long terme, c'est pas un truc qui va rester, quoi. C'est typique des idées Apple. Et vous notez, vous notez. Le cas de notre tweetos qui disait 2022. c'est la touch bar. Je pense qu'il a raison. Je pense que c'est un usage sympa. C'est une façon un peu nouvelle. Ils vont pas le garder. Vous ne pensez pas qu'ils vont faire vraiment unifier nos devices et nos OS et qu'on aura regarde un OS. Cette réaction de Catching Tales. Bonjour, l'iPad ne serait-il pas en passe de devenir le Mac à tout faire? Station de travail, outil de loisir, il ne manque que le double boot iOS, macOS ou une troisième voie regroupant les deux, vu que maintenant l'intérieur est identique. Et oui, la puce est la même. Est-ce que, tu l'as dit, le futur de l'iPad Pro, pour conclure cette émission brièvement, messieurs, ce soir, ce serait qu'Apple suive la voie de Microsoft, la voie du hybride avec la Microsoft Surface. Sachant que Microsoft avait échoué, donc j'adorerais voir Apple réussir. Échoué, mais puis ils sont revenus. Ouais, ça marche plutôt correctement quand même. Dans les entreprises, en tout cas, en entreprise, ça marche très bien, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est pas vraiment un iPad, c'est pas vraiment un PC. L'enjeu, c'est de faire un ordinateur tactile, je pense que Tim Cook, avant de partir d'Apple, fera plaisir à Olivier Frigara. C'est pas gagné. Voilà. Il m'a pas fait plaisir. Je sais, justement, mais ils t'ont pas fait plaisir, ils t'ont fait ramer, maintenant ils vont te faire plaisir avec ça. Voilà. Non, sans rire, là on parle de fonctionnalité, on est quand même sur une voie où on va tout unifier. Moi, je sais pas, j'ose espérer qu'à la fin, chacun va trouver son compte, mais l'iPad a ses vertus, le MacBook a ses vertus. Mais si on a tout, si on commence à travailler sur un iPad et qu'on continue à le faire sur le MacBook et qu'on finit sur l'iPhone, moi, c'est ce que je fais actuellement grâce à Fichier. On a beau le critiquer les fichiers, moi, c'est sans fichier, non. Je travaillerais. Tu peux pas bosser. Là, et je travaille vraiment très bien comme ça. Et je pense qu'on va arriver vraiment sur cette vieille chose qui est, on va faire en sorte que nos contenus soient liquides parce que les écrans deviennent transparents. Ça en fait partie. Ça va pas être tout de suite parce que les développeurs n'ont pas encore mis le turbo, mais voilà. Pour voir la situation sur un angle purement business et marché, Christophe. Tim Cook a raison, ils obligent à acheter un Mac et un iPad. C'est plutôt bien vu aujourd'hui, mais on aimerait... Ils travaillent sur un écosystème, effectivement, dans lequel l'iPad et le Mac ne sont pas des machines concurrentes. C'est ça, en fait, le truc. Souviens-toi, c'est récurrent. Frédéric Guy nous dit souvent lors des rares interviews qu'il accorde, nous, malheureusement, ça viendra un jour. J'espère. C'est ce que dit, juste pour votre info, c'est ce que dit Slim83 en live sur les commentaires. Il dit... Ils l'ont très bien compris, ils vendent deux machines. Et lui ne croit pas que et surtout, Tim fera un Mac tactile. Frédéric Guy l'annonce à l'envi, lui ne croit pas à l'ordinateur tactile. Oui. Après, très franchement, on parle d'iPadOS depuis tout à l'heure, du fait de pouvoir lancer un système d'exploitation et puis l'autre en fonction de l'usage. Moi, mon impression, je ne sais pas pour vous en fait, mais mon impression aujourd'hui, c'est que macOS est tellement abouti qu'il peut parfaitement fonctionner en tactile. Il y a d'ailleurs des écrans tactiles qu'on peut venir connecter au Mac. Il faut juste modifier un petit peu l'interface. Mais très légèrement, en fait. Très légèrement, franchement, les usages, les usages, le fait de déplacer les fenêtres, etc., macOS peut le faire aujourd'hui.
Et donc, est-ce que c'est indispensable d'avoir 2 systèmes d'exploitation? C'est la question que je me pose. Didier, conclusion, ordinateur hybride, tu y crois? Enfin, on y a cru quand ils ont commencé à refaire, tu sais, la barre tout en haut là avec des grosses icônes et tout. Ouais. Donc peut-être qu'ils prévoient effectivement, c'est une vision aussi ils prévoient le double boot finalement pour un peu ce côté-là. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'ils segmenteraient entre un système entre guillemets un peu expert et puis un système pro. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui surtout, c'est que vraiment Apple ne développe aucune application pro pour son iPad Pro. C'est vrai. Et que finalement, là, la seule appli qui a été présentée, c'est une appli tierce. Tu vois, comme sur l'Apple Watch Ultra, ils te sortent un truc génial techniquement, mais eux ne font rien dessus, quoi. Ils te mettent pas Workout Door, ils te mettent pas l'appli de plongée. Donc, ils font un peu la même chose sur l'iPad. Et du coup, tu te demandes, si Apple le fait pas, est-ce que les autres vont le faire? En clair, oui, ils n'ont pas sorti Final Cut Pro. C'est DaVinci Resolve qui sera la première solution véritablement pro, même si LumaFusion faisait aussi pas mal de choses sympas. Vous l'aurez compris, au terme de cette émission, on est un petit peu frustré parce qu'on sent qu'il y a des choses qui se préparent. Mais aujourd'hui, moi, si j'avais à conseiller, en manière générale, pour travailler, pour faire un peu de vidéo, pour vraiment couvrir un large éventail de fonctionnalités, rien ne vaut un Mac aujourd'hui, et y compris en termes de puissance et d'autonomie, qui était quand même le fer de lance, enfin l'autonomie qui était quand même la force de l'iPad pendant longtemps face au Mac. Les temps ont bien changé avec Apple Silicon. J'espère qu'on a été plus que complet sur ce face-à-face entre le MacBook Air et l'iPad Pro en faveur du MacBook Air. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Christophe. Alors, Olivier, si je te parle de Michael J. Fox et de Christopher Lee Lloyd, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Ça me rappelle mon adolescence, mon chéri. Effectivement. Donc, le coup de cœur d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un retour vers le passé, ou plutôt un retour vers le futur. Ouais. Au travers. Regarde le générique d'On refait la pop. Exactement, oui. C'est vrai que c'est très plagié. Oui, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on les attaque. Ouais. Et donc, effectivement, Michael J. Fox et Christopher Lee Lloyd ont mis en ligne une boutique officielle Back to the Future dans laquelle on va pouvoir trouver un tas de goodies. C'est particulièrement vestimentaire. Donc, on va pouvoir avoir aussi des posters et ce genre de choses. Et également, des goodies qui sont signés. Alors, quand c'est signé, ça passe de 70 € à 400 €. Oui, hein. Donc, voilà. Mais par contre, je me suis commandé deux petits trucs. Mais si je l'ai fait, c'est pour On refait le Mac, évidemment. Bien sûr. Pour pouvoir vous le montrer. Et On refait la pop, pour pouvoir vous montrer ça dans On refait la pop dans un prochain numéro. Moi, je voulais m'acheter la veste rouge. Ah, génial, elle est sold out. Comment on appelle ça, le hoodie, là. Oui, exactement. Non, le gilet de sauvetage. Voilà. Et tu portes un gilet de sauvetage? Non, tu te rappelles, on avait eu la DeLorean à 42 une fois. Oui, on avait eu une DeLorean qu'on avait. Moi, j'en ai conduit une. Oui. Merci Christophe. Donc c'est la boutique. Et c'est donc on peut commander de partout, pas seulement aux États-Unis. C'est sur https //backtothefuture.shop. Stéphane Zibi, tu regardes trop la télé, toi, je trouve. Non, je regardais plus la télé depuis longtemps et je l'ai re-regardé grâce à Alain Chabat et regardé le Light, il y a 10 émissions. Si vous regardez juste un moment dans Star, regardez la toute première séquence de la première émission où il se moque un peu d'être sur TF1 et c'est assez j'ai un peu retrouvé en enfance justement là en repensant aux nuls, les émissions des nuls émissions. C'est à l'image des personnages, hein, tout ce qui touche le transforme en or, mais on l'a vu avec Astérix, on l'a vu avec les c'est vraiment top quoi. C'est 10 émissions. Et c'est dur de faire un late show, ça fait des années que beaucoup de grands animateurs ont essayé de le faire et ils sont cassés les dents. Bon, il a des moyens très importants. On lui reproche que ça soit enregistré, mais sachez qu'aux États-Unis, c'est enregistré aussi. Jimmy Fallon, il enregistre. J'ai assisté aux enregistrements aux États-Unis. J'ai eu cette chance à New York, à NBC Center, pas loin du Rockefeller Center. C'est enregistré, donc c'est un mauvais procès. Et puis c'est bon. D'habitude, il faut une période de gestation et d'emblée, boum, ça explose. La première séquence a été top. C'est génial. Moi je dis, mais à quand un night show animé par Olivier Frégard? Oui, bien sûr, on refait le late. Voilà, c'est bien, c'est une bonne idée. De ton côté, Laurent, quel est ton coup de cœur cette semaine? Alors, mon coup de cœur. Ouais, mon coup de cœur, c'est une société qui s'appelle Consistent qui recherche des entreprises entre 20 et 200 salariés. Qui utilisent idéalement Google Workspace
mais sinon ça peut être tout secteur confondu. Cette boîte fait un truc génial. Cette boîte analyse le contenu de vos messages, c'est-à-dire les emails que vous recevez, mais aussi ceux que vous envoyez, et elle vous dit attention, vous franchissez la ligne ou pas. Et des fois on a la ligne du politiquement correct, la ligne du sexuellement correct, la ligne du... Des fois on a tendance à faire un message, on déborde un peu et on devient toxique et parfois on s'en rend pas compte. L'idée c'est d'avoir un garde-fou d'un côté. Donc voilà. Donc en fait elle recherche des entreprises. Allez tester si vous êtes une entreprise, c'est génial. Et petit tuyau, ils veulent aussi tester le modèle. C'est pas un moyen pour fliquer, il faut quand même le dire. C'est pas un moyen pour fliquer. Encore une fois, l'idée c'est pas de fliquer, c'est juste de dire attention. Parfois, on utilise un langage, on fait même plus attention à la façon de parler, et là, elle va dire, allez, je lève le drapeau. Il y a un lien, un modèle, c'est un modèle freemium pour les particuliers. Si vous n'êtes pas une entreprise, mais que vous voulez le tester, ils ont besoin aujourd'hui qu'on teste pour vérifier les modèles et la toxicité des messages. Donc, essayez Consistent, c'est sur getconsistent.app, essayez Consistent. Il y a le lien en bas, et c'est top. C'est des Français qui font ça. Et c'est basé sur quelques expériences réelles de vraie toxicité. Et c'est pas mal. Didier, ton coup de cœur pour conclure. Alors moi je vais te parler d'Apple Watch. On va sortir un peu des tablettes. Donc quand tu veux acheter un bracelet d'Apple Watch, soit tu casses ta tirelire et tu prends les modèles d'Apple, ce que tu fais toi Olivier, car tu as beaucoup d'argent. Oui. Soit tu achètes des modèles français. Quoi ta voiture Eternel. Tu vois, moi j'aime beaucoup celui-là, donc de la marque Eternel, la marque française, qui fabrique en France. On a fait des petits reportages dessus et tout. Je vous en ai déjà parlé. Et là j'ai trouvé une boutique. Écoute, j'ai même commandé chez eux pour voir si c'était vrai. C'est-à-dire que en fait ils revendent des bracelets Apple Watch officiels d'Apple, mais de génération précédente. Ah, c'est génial. Et ils les revendent pas cher. Et c'est le plus gros stock en Europe. C'est les seuls à le faire. Tu peux taper sur Mac Forever SB Supply, ça s'appelle SB SUPPLY. Et par exemple, tu as le bracelet en cuir d'Apple qui est à 139 €. Il est à 54. Ah ouais. Tu as le bracelet en cuir, tu sais, avec les petits molletons là-dessus. Ouais, j'adore. Lui, il est à 54 au lieu de 94. Le bracelet milanais, 59 € au lieu de 100 €. Si tu regardes, tu sais pas comment offrir pour Noël, voilà. C'est pas compliqué. Mais oui, mais du coup, c'est des beaux cadeaux de Noël. Tu vois, je me dis, tiens, si tu veux pas casser ta tirelire cette année, et c'est les officiels, c'est-à-dire. Il n'y a pas les Hermès, par contre. Tout pourri. Faut pas rêver. Alors, écoute, il avait du bracelet à maillon, mais par contre, ça part très vite. Donc, il faut vraiment. Il y a des ruptures de stock souvent. En fait, il s'alimente sur des invendus. SB Supply, tape-le sur Mac Forever et puis tu as tout accès. Dans la description de la vidéo. Bon côté, c'est encore un produit Sonos. On vous l'avait déjà présenté cette émission, mais il est enfin arrivé. On a l'occasion de le tester. On va le présenter plus en détail dans 15 jours dans la spéciale Noël, les 2 émissions de Noël traditionnelles de l'émission. C'est le nouveau Subwoofer, le nouveau caisson de basse de chez Sonos, le Sub Mini. Il comble c'était le maillon manquant de la gamme Sonos, le Sub Mini, qui a un caisson de basse à prix entre guillemets raisonnable et qui ne nous fâche pas, surtout avec le voisinage. Jusqu'à maintenant, les caissons de basse de Sonos avaient tendance à faire beaucoup de bruit, à faire trembler les murs et en plus du portefeuille de votre banquier. Ça reste assez cher, 499 €, mais c'est conçu pour les appartements parisiens, les appartements à taille modeste, pas les vastes demeures californiennes ou bruxelloises, vous voyez ce que je veux dire, et ça coûte donc 499 €. Je trouve ça plutôt beau. Ça s'appelle le Sub Mini de Sonos. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. On a été très complet sur les iPad Pro et sur les MacBook Air M2. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Oui, il faut. Oui. On a une émission à préparer. Ah oui, une émission à préparer. Oui. Tu as une émission à préparer. Messieurs, vous serez là la semaine prochaine. Didier ? Oui. Didier, tu seras là la semaine prochaine. Pourquoi pas, hein. Voilà. Tu me fais des belles promesses, moi je viens. D'accord. S'il y a du saucisson corse. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Allez, merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.